place à toi. Et merci. On peut l'applaudir, Vincent Leclerc. Bon, bonsoir à tous. Donc, le thème, ça va être l'intelligence artificielle. Et on va parler du compagnon artificiel au service de l'entreprise, dans toutes les facettes de l'entreprise, que ce soit la fonction de l'entreprise ou le domaine de l'entreprise. Donc, la dernière fois que vous avez eu un conférencier, c'était Idrissa Berkam. Et Idrissa Berkam, il vous a réveillé un petit peu les neurones en signifiant, si je vous rappelle bien, une révolution passe par 3 phases. Ridicule, dangereux et évident. Ridicule, dangereux, évident, est-ce qu'on peut appliquer ça à l'intelligence artificielle, ou en tout cas est-ce qu'on peut considérer que l'intelligence artificielle c'est une idée qui serait ridicule? Oui, ça l'était en 1950, une machine a des capacités cognitives, ça paraissait complètement ridicule, aberrant, c'était bon pour la science-fiction. Et puis aujourd'hui, en 2018, on se pose la question, est-ce que l'IA pourrait devenir consciente? Et on a des gens comme Elon Musk qui nous sort l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereux que le nucléaire. Donc on va dire oui, l'intelligence artificielle est dangereuse. En tout cas, c'est ce que les médias nous font croire et des gens comme Elon Musk essayent de nous faire croire. Et puis moi, je pense qu'en 2030, ce sera une IA qui nous accompagnera au quotidien, dans notre vie, tous les jours, et puis en entreprise, bien sûr. Alors, avant de commencer... la moindre chose, IA, intelligence artificielle, informatique avancée. C'est du codage, c'est de l'informatique. Alors si vous pensez que c'était autre chose, c'est raté. C'est un programme informatique, c'est codé par aujourd'hui des spécialistes du domaine de l'informatique, et on va l'appliquer à différents domaines. Je vous présenterai ça au cours de cette présentation. Donc, pour préparer toute ma présentation, je vais vous présenter des compagnons. Donc ici, on a un compagnon très connu, c'est Watson, qui accompagne Sherlock Holmes. Vous avez compris que mon intelligence artificielle va nous accompagner dans toutes les facettes de la vie. Ici, Watson apporte ses compétences de chimie, d'enquête, etc., etc. On a un autre exemple, R2D2, c'est 3P0, là on est dans le domaine de Star Wars, c'est du film, c'est du pur film, et ils assistent le héros, Luke Skywalker, dans les difficultés qu'il peut rencontrer dans la vie. Et puis Tintin et Milou, pourquoi Tintin et Milou? C'est parce que je suis un fan de BD, et on m'a dit dernièrement, il faudrait que tu relises Tintin et Milou, parce que Milou, c'est le compagnon de Tintin, d'abord, quelquefois il communique avec Tintin, mais en plus, il lui arrive plein de choses différentes que Tintin. Donc il a aussi sa propre vie, sa propre façon d'aborder la vie. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand j'ai commencé à faire une thèse en 96, j'ai travaillé pour ces messieurs-là. Ces messieurs-là, c'est des opérateurs humains qui surveillent l'infrastructure routière à partir de caméras vidéo. À l'époque, il y en avait 3000 sur Paris. Et puis, 3000 caméras à surveiller, même on met 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, c'est pas suffisant. Donc, on a besoin de logiciels très sophistiqués pour dire, là, il y a un problème, là, il faut intervenir, et l'opérateur humain va décider s'il fait venir des secours ou tout simplement reprogrammer les plans de feu quand il y a des remontées de fil qui dépassent l'entendement. Alors, le projet sur lequel j'ai travaillé s'appelle Carrefour Intelligent. Il était fait dans l'Institut National Recherche, Transport et Sécurité, le CNRS du transport. On avait 8 caméras qui étaient visibles et on essayait de savoir comment se déplace, vous voyez par exemple ici, comment se déplace un camion. Donc, ce camion va s'arrêter ici, ensuite il va s'arrêter ici et repartir ici. Il fallait reconstituer le trafic. 2 objectifs. Quand il y a un problème, hop, on envoie l'image à l'opérateur humain. Par exemple, beaucoup de franchissements de feu. Il peut y avoir un camion qui masque le feu, et à ce moment-là, l'opérateur humain va agir pour qu'on dégage ce camion. Deuxième chose, planifier le plan de feu, c'est-à-dire le programmer en temps réel en fonction des conditions de trafic. Si c'est le week-end, si c'est la semaine, si c'est les vacances, etc., etc., le système va s'adapter au trafic routier. Donc ici, on a un carrefour. Il n'y en a pas beaucoup encore qui fonctionnent de cette manière-là. Ça s'est beaucoup démocratisé. On est à 30 000 caméras sur Paris. Donc ça a beaucoup, beaucoup démocratisé. Et c'était un compagnon pour des opérateurs humains.
C'est le programme qui est utilisé aujourd'hui sur tous les tronçons autoroutiers pour arriver sur les grandes villes en France, où le système annonce, attention, il y a un accident, hop, on envoie la caméra, le système, l'opérateur prend la décision de faire intervenir des secours, on divise par 2 le temps d'intervention, on sauve donc des vies, c'est donc très utile. Alors des compagnons, tous les jours, on en a eu qui sont apparus ces 20 dernières années. On a eu ce fameux GPS, je ne sais pas si vous avez compris, mais ce GPS, il y a 20 ans, n'existait pas. Ce GPS, c'est un compagnon qui nous guide, qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. Et ceux qui ne savaient pas lire des cartes, parce qu'au départ, on était avec des cartes, ou qui s'engueulaient trop avec son copilote, hein, c'est quelque chose qui est une réalité. Hein. Maintenant, on a le GPS. On lui choisit la voie qu'on veut, on peut choisir le québécois, si vous voulez. Et puis ce GPS, il devient de plus en plus sophistiqué. Il peut y avoir, comme Waze, un GPS collaboratif qui va nous signaler les gens qui sont sur le bord de la route, les bouchons, et même reprogrammer le chemin optimal en fonction des bouchons. Le GPS++, bon, Waze, vous connaissez Waze? Waze, c'est qui a acheté ça? Racheté par qui? Par Google, d'accord? Ça sera le cas de beaucoup des présentations que je vais présenter. Vous me dites racheté par Google, vous verrez, c'est assez habituel. Donc quand je dis que c'est racheté par, vous dites Google. Ce téléphone, il est en train de changer beaucoup de choses. D'abord, il change l'accès à la technologie. Notre technologie est de plus en plus simple à accéder, que ce soit sur une tablette ou sur le téléphone. Et aujourd'hui, ces téléphones stockent tout. Tout, vos informations, votre connexion au web, vos contacts, vos documents, les applications que vous utilisez, tout ça c'est enregistré. Si d'autant plus vous avez Android, racheté par Google, genre c'est pas racheté, c'est créé par Google, et bien naturellement ils ont déjà plusieurs informations sur vous, des informations riches, puisque là ils ont récupéré, ils avaient l'agenda avec Google Agenda, et puis là ils ont la géolocalisation, votre positionnement en temps réel. Dès qu'on a eu ce petit téléphone et qu'il a eu un petit peu de puissance, la première chose qu'on a fait, c'est de mettre des petits IA. Alors ces IA, vous les connaissez, Siri sur iPhone, Cortana sur Windows Phone et Google Now, c'est-à-dire Android. Alors on peut leur parler, OK Google, dis-moi comment ça va, bon là il ne fait pas trop quoi dire, OK Google, donne-moi l'heure, OK Google, trouve-moi un restaurant. Et de mois en mois, non, maintenant de semaine en semaine, Google Now se réactualise. Siri, c'est pareil. Ce sont des outils qui sont de plus en plus sophistiqués et qui vont se réactualiser en continu. Vous pouvez l'avoir chez vous, hein, ça peut être un Alexa, ça peut être un Google Home. Ne vous inquiétez pas, on va vous fournir les services qu'il faut pour que vous soyez heureux chez vous et qu'on puisse évidemment récupérer de l'information sur vous. Alors, tout ça, ces assistants transforment notre vie. Il faut se réfléchir, qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans? Qui ici connaît plus de 4 numéros de téléphone? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Est-ce que vous connaissez au moins le numéro de téléphone de votre compagne ou votre compagnon? Il y en a certains qui se disent non. En moyenne, on en connaît 1,75 en moyenne en France. C'est peu, c'est très peu. On connaît le sien, celui qu'on n'utilise jamais. Pourquoi? Parce que c'est devenu un identifiant. Vous vous identifiez avec lui sur Google ou sur Internet. On fait la double sécurité, mais en même temps, il récupère votre téléphone. En effet, ça transforme nos vies, mais ça les transforme en profondeur. Un bottin, je sais pas, une encyclopédie, plus personne n'en utilise. Petit à petit, on a délégué à la machine un certain nombre de nos comportements. 20 ans d'avancée technologique, je vais en retenir que 2. La première, c'est une avancée croissante, une croissance exponentielle. Alors, cherchez pas à comprendre ce que ça veut dire une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que notre vie, elle est linéaire. Hein, on apprend tout doucement les choses. Hein, on ne double pas de capacité tous les 18 mois, comme la loi de Moore nous la raconte. L'ordinateur le plus puissant du monde, en 1 seconde, il a fait 34 millions de milliards d'opérations. Encore pareil, cherchez pas à comprendre. 34 millions de milliards d'opérations, on ne comprend pas. Une opération, c'est un plus, un moins, divisé, à multiplier. Hein. C'est rien d'autre que ça. Mais 34 millions de milliards d'opérations,
c'est en dehors de nos compréhensions. La loi de Moore, c'est tous les 18 mois, l'ordinateur gagne en puissance, elle double sa puissance. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut en sortir quelque chose? Déjà, dans 18 mois, il y a un ordinateur qui fera 68 millions de milliards d'opérations. C'est la première chose. Ce sera sûrement un ordinateur chinois. C'est eux qui ont les plus gros ordinateurs aujourd'hui. Et puis, faut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vision exponentielle? Et on va voir que l'intelligence artificielle va surfer sur cette exponentielle. La deuxième chose, c'est le big data. Alors, le big data, c'est super compliqué. Avant, on appelait ça des bases de données. Rien de très compliqué, un fichier Excel, c'est de la data. Un fichier Word, c'est du data. Bref, toutes les données que vous avez dans vos ordinateurs ou qui se trouvent au fin fond de vos entreprises sont des data. On y trouve des mesures si vous avez des entreprises qui ont une chaîne de montage, par exemple, ou alors sur les clients fournisseurs, les collaborateurs, les concurrents. Bref, déjà sur ces trois parties-là, clients, collaborateurs, concurrents et fournisseurs, je vous rappelle que vous avez le RGPD qui est en ligne de mire. Donc pour le 25 mai, il faut être certifié RGPD et respecter ces normes-là. Bon, c'est juste une petite piqûre de rappel, qui énerve un peu, mais bon, il faut le faire. Mais c'est peut-être un plus pour nous en Europe, parce qu'en ce moment, les Américains et les Chinois commencent à se poser des questions s'ils vont être certifiés ou non RGPD. Produits, services, documentation de gestion, comptable, juridique, site mail, multimédia, agenda, géolocalisation, bref, il y a toutes les données que vous pouvez imaginer, et si vous en manque, vous pouvez en racheter. Si votre entreprise a tendance à aller mal et que vous voulez revendre votre entreprise, dites-vous ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est la data. Là, je fais une référence Idriss Aberkane, dans l'économie de la connaissance. Là, ce qui a le plus de valeur, évidemment, c'est ce qui soutient la connaissance, donc tout ce qui est data. Voilà, d'autres technologies. Et puis depuis 20 ans, on fait de l'intelligence artificielle. En tout cas, on a eu plein de faits marquants en intelligence artificielle. Le premier, Deep Blue, IBM, ordinateur le plus puissant du monde, joue contre Kasparov et gagne. Et gagne avec deux algos simples, la force brute et les heuristiques. Les 15 premiers coups, on les stocke sur un disque dur. Les 15 derniers, on les stocke sur un disque dur. Donc déjà, l'ordinateur connaît 20 coups. Une partie d'échecs, ça dure 35 coups, il reste 15 coups entre les deux. À l'époque, trop de combinaisons, donc on va faire des heuristiques, on va choisir le moins mauvais choix. Le moins mauvais choix permet de gagner contre Kasparov. Kasparov est content, pas tout à fait, mais bon. Lui, il fait autre chose, il a salué ses copains, il va boire une bière. L'ordinateur ne sait faire que gagner aux échecs, très spécialisé, et ça sera le cas de toutes les intelligences artificielles que je vais vous présenter aujourd'hui. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, Watson, donc on va en parler plusieurs fois aujourd'hui, IBM encore une fois, fournit un gros ordinateur pour jouer à Jeopardy. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Jeopardy, c'est un jeu qui est inversé. Enfin, quand on vous pose une réponse, on vous dit une réponse, vous devez poser la question. Ça vous va? Je ne sais pas, Nicolas Sarkozy. Et puis là, vous allez dire qui a été président de la République entre cette date-là et cette date-là. Vous voyez, c'est ce type de choses. À ce moment-là, il y a un nouvel algorithme qui est fourni par IBM qui s'appelle l'apprentissage profond, le deep learning, qui va révolutionner l'informatique et qui va remettre sur le devant de la scène l'intelligence artificielle. Alors là, je vais vous montrer une vidéo du champion du monde. Il a fait un TED. Et ce champion du monde, là, il est au milieu de son TED et il prend conscience qu'il va se faire battre par l'ordinateur. If you still have this sitting on your DVR, but Watson won handily. And I remember standing there behind that podium as I could hear that little insectoid thumb clicking. It had a robot thumb that was clicking on the buzzer, and you could hear that little tick, 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 tick. And I remember thinking, you know, this is it. I felt obsolete. I felt like a Detroit factory worker of the 80s seeing a robot that could now do his job on the assembly line. I felt like quiz show contestant was now the first job that had become obsolete under this new regime of thinking computers. And it hasn't been the last. Est-ce que c'est le dernier ou pas? C'est la bonne question. En tout cas, depuis Jeopardy de 2011, Watson a continué à évoluer et il va être appliqué à d'autres domaines, pas seulement au domaine du jeu. Donc voyons un petit peu ce que Watson a dans le corps, on va dire,
dans ces processeurs. Et puis, alors déjà, on va commencer en 2014, 500 fois plus puissant qu'en 2011. Pas de problème, ça ne respecte pas la loi de Moore, mais c'est multiplié par 500 directement. Ils ont arrêté, parce que là, on ne pouvait plus battre aucun, genre tous les êtres humains se faisaient battre. Et puis, on l'a appliqué à la santé, à analyse de radiographie, pour voir si vous aviez un cancer ou pas, assez efficace. Ensuite, on l'a appliqué à la jurisprudence. Là, on va récupérer, c'est aux États-Unis, toute la jurisprudence en temps réel, et on va faire un super moteur de recherche. Vous allez décrire le cas que vous avez en cours, vous allez donner les différentes informations, et le système va proposer les jurisprudences qui correspondent pour vous aider à construire votre plaidoirie. On l'a proposé aussi pour faire une bande-annonce. Donc là, cette fois-ci, on est dans un film qui s'appelle Morgan, c'est un film d'horreur. Donc voilà, là, l'ordinateur a construit une bande-annonce que vous pouvez voir sur Allociné. Et puis, on lui a demandé aussi de faire une recette de cuisine. Vous voyez que c'est très, très diversifié, hein. Une recette de cuisine à partir d'un certain nombre de recettes sur lesquelles il a appris ce qui était bon de ce qui n'est pas bon. Et puis, il nous a sorti ce type de recette de cuisine. Donc là, la Watson Bengali Butternut Sauce Barbecue. Je vous invite à tous la faire, peut-être qu'elle est bonne, je ne sais pas, je ne l'ai pas testée. Et si vous voulez, vous pouvez même l'acheter. Vous voyez, IBM, en tout cas IBM Watson, nous propose cette sauce. Alors, c'est important, quelque chose bon, pour ceux qui ne savent pas, IBM, ils ne font pas de la sauce. Normalement, ils font des ordinateurs, ils font des solutions clés en main. Là, on a envie de dire, il déborde de son domaine. Mais c'est le cas de beaucoup de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle va transformer le métier initial. Orange est en train de devenir une banque. Vous avez ce type de choses qui va arriver de plus en plus. Pourquoi Orange peut devenir une banque? Parce qu'elle a le réseau. Elle a le réseau, il lui reste plus qu'à construire un protocole financier et hop, on devient une banque. Et ça va venir très courant que soit des barbares numériques arrivent et créent Airbnb, Uber, etc., ou on va dire des métiers ou des domaines qui vont se déplacer ou changer dans l'avenir dans lequel on va vivre. Dernière chose sur le jeu, vous avez eu, pendant ma thèse, il y avait des chercheurs qui faisaient le Go, après que Deep Blue avait gagné aux échecs, tout le monde s'est mis au Go. Pourquoi? Parce que le nombre de combinaisons est énorme, ça dépasse le nombre d'étoiles dans l'univers, donc aucun ordinateur ne sait résoudre le jeu de Go comme l'a fait Deep Blue. Et donc on s'est dit, oh là là, ça mettra du temps, en 2030 peut-être qu'on aura un ordinateur qui joue au jeu de Go. Eh bien on utilise cet apprentissage profond de Deep Learning, et surprise, en mars 2016, AlphaGo gagne 4 parties sur 5 contre le champion du monde. Ce qui est important, d'abord, on utilise l'apprentissage profond, on utilise un deuxième algorithme qui est l'apprentissage par renforcement. On en parle juste après. Et à la partie 2, coup 37, le champion européen raconte et dit « Ce n'est pas un mouvement humain, je n'ai jamais vu un humain jouer ce geste, c'est tellement beau. » Comment ça se fait, ça? Tout simplement, avec l'apprentissage profond, il joue les parties comme un humain et il apprend comme un humain. Par contre, avec l'apprentissage par renforcement, l'ordinateur va jouer contre lui-même. Et à ce moment-là, il va trouver de nouvelles combinaisons, des combinaisons qui ne sont pas du tout compréhensibles par l'humain, ou en tout cas, on ne sait pas y jouer, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire. Dernièrement, ils l'ont appliqué au jeu d'échecs et ils sont aperçus que l'ordinateur a sacrifié je ne sais pas combien de pièces, une dizaine de pièces, et il a gagné. Aucun humain se permettrait de sacrifier 10 pièces pour jouer aux échecs. Là, il est en train d'inventer une nouvelle façon de jouer aux échecs. Bon, cerise sur le gâteau, on recommence en mai 2017, AlphaGo gagne contre le nouveau champion du monde. Et puis, en octobre 2017, une nouvelle version, AlphaGo 0, cette fois-ci, on part de aucun exemple, et c'est juste l'apprentissage par renforcement, donc on lui donne juste les règles de départ, et il apprend très très vite. En 3 jours, il fait 4,9 millions de parties en autodidacte, et évidemment, il va gagner contre AlphaGo classique, AlphaGo 0 va gagner 100-0. Aujourd'hui, il n'y a aucune chance qu'un jour, ne serait-ce qu'un humain puisse gagner contre ces ordinateurs. Alors, quand même, je vous donne quand même quelque chose. Ces logiciels, là, Deep Blue, Watson, AlphaGo 0, ils gagnent contre les champions du monde. Ils n'en ont pas conscience du tout. Ils ont juste exécuté un programme, ça s'arrête, point final.
Hein, d'accord, il n'y a aucune conscience, pas du tout où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on leur a fait jouer contre des humains. Définition de ce que c'est l'IA. Dans le cas présent, je parle d'IA faible. On verra qu'il y a une IA forte, qui est la conscience artificielle. On en parlera, si vous voulez, lors des questions. L'IA faible, celle d'aujourd'hui, c'est la discipline dont le but est de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Exemple. Donc, si je prends un traitement intelligent comme l'homme, reconnaître, ben, la machine va pouvoir reconnaître un visage. Juste un petit rappel de ce qui s'est passé il y a un mois. En Chine, on peut reconnaître n'importe qui dans la rue. Alors, ça va faire quand même un programme qui va nous jouer avec plus d'un milliard de personnes. Et si la personne traverse à côté du passage piéton, on la verbalise de manière automatique. Big Brother est à nos portes, à nous de voir si on veut l'appliquer en France. En tout cas, un truc sûr et certain, si les Chinois font tourner leur algorithme avec 1 milliard de personnes, il y a de fortes chances que les meilleurs algorithmes de reconnaissance faciale, ben, ça soit eux qui l'aient, et nous le revendront de toute façon dans 4, 5, 10 ans, pour faire une statistique qui est présente dans cette salle, par exemple. Proposer. Par exemple, recommander pour un film, ce que fait Netflix. Je vous recommande ce film-là. Comment ça marche? Tous les films que vous avez vus avant, vous les avez annotés, j'aime, j'aime pas, des étoiles. Tous les gens qui ont le même profil que vous ont regardé beaucoup de films, et ce film-là, vous ne l'avez pas encore vu, il faut absolument que vous le voyez. Et ça fonctionne très très bien, une intelligence artificielle qui recommande des films. Analyser, générer, analyse de mail, génération de commentaires, dialoguer, se faire rembourser un billet de train. On va voir tout ça très rapidement. Allez, je plonge directement dans comment ça fonctionne. On ne va pas y passer beaucoup de temps, mais voilà le problème aujourd'hui. On veut identifier ce que vous voyez sur cette photo. Tout le monde ici, je ne sais pas comment vous avez appris, vous reconnaissez un cheval. Lui, l'ordinateur, il ne sait pas trop ce qu'il voit. Donc, il va se poser une question, est-ce que c'est une cuillère, est-ce que c'est une vache, est-ce que c'est un zèbre, est-ce que c'est un cheval? Pour pouvoir identifier si c'est un de ces mots-là, il a besoin d'un algo de reconnaissance. Cet algo de reconnaissance est basé sur des réseaux neuronaux. Rien à voir avec l'humain, mais vraiment strictement rien à voir. On appelle réseaux neuronaux un graphe avec des nœuds sur lesquels on va mettre des probabilités. C'est des pures visions mathématiques des choses. Comment ça fonctionne pour qu'on puisse construire cet algo de réseau de neurones? Ben, nous, les humains, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire un programme qui reconnaît un cheval. Aucun ingénieur en informatique aujourd'hui ne sait faire ça. Donc on a eu une idée, on va construire un programme qui va construire un programme. Donc l'algo, c'est quoi? Je parle de plein de photos de chevaux. Bon, je fais grâce, il y en a au moins 10 000 minimum. Ensuite, ça va construire l'algo de reconnaissance. Donc c'est un programme qui va construire cet algo de reconnaissance. Et pour ça, on va utiliser un algorithme d'apprentissage. Par exemple, le deep learning, qui est un des algorithmes d'apprentissage qui permet de construire un algo de reconnaissance. Évidemment, il faut beaucoup de données, et il faut que les données soient de qualité. Si vous mettez des photos de cheval floues, ça ne va pas trop fonctionner. Donc des bases de référence, il y en a. ImageNet, 14 millions d'images, indicées et référencées à la main. Hein, tous les humains sont là. C'est un chat, il boit du lait, il a les yeux bleus, il regarde des montagnes qui se trouvent derrière lui. Deuxième phase, phase d'apprentissage. C'était une phase qui est longue. Et il faut mettre beaucoup de temps pour pouvoir lui faire apprendre ce qu'on a envie de lui faire apprendre. Et puis ensuite, une troisième phase qui est l'identification. La phase d'apprentissage, c'est la construction du réseau de neurones. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Ici, on a un réseau de neurones qui va construire la reconnaissance d'un visage. Ici, on lui met le visage de Julie, et en sortie, il va me dire « c'est Julie ». Quand on lui aura appris ce que c'est des visages, ce que c'est des voitures, ce que c'est des éléphants, ce que c'est des chaises, ce que c'est des chevaux, eh ben, on va pouvoir l'utiliser. Vous pourrez le charger sur vos téléphones portables. Vous avez pour l'instant 3 téléphones qui utilisent la reconnaissance faciale, donc pour reconnaître aussi des images. iPhone X, Galaxy S8 et puis Hyundai 10 Pro, je crois. Alors comment ça fonctionne? Ben voilà, aujourd'hui, on a une image et le système va reconnaître un chien, un vélo, une voiture. Très difficile, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des personnages qui sont superposés, des personnages ou des objets qui sont superposés et qui se masquent les uns dans les autres. L'ordinateur n'a aucune idée de ce que c'est la profondeur. Donc naturellement, il reconnaît à partir de ce qu'on lui a appris. Par contre, il n'a aucune émotion par rapport au chien, s'il est mignon ou pas. Hein. Lui, c'est juste que c'est un chien.
Si on l'applique à la vidéo, on va obtenir ça. Donc ici, cette vidéo est faite en temps réel, c'est-à-dire que l'analyse se fait en temps réel. Il n'y a pas de calcul après coup. Tout est fait en temps réel. Et on peut très bien imaginer, c'est ce qui se fait, qui se faisait de mieux au mois de novembre dernier. Vous savez qu'en intelligence artificielle, ce qui se fait au mois de novembre, c'est déjà du passé, et c'est même très loin. Évidemment, on va faire encore mieux, et une machine pourra très bien identifier tout ce qui se passe dans une vidéo. On va faire des moteurs de recherche qui permettent de regarder ce qui se passe dans les vidéos, et vous permettra aussi de dire, tiens, je cherche un moteur où il y aurait un coucher de soleil, par exemple. Et il va vous trouver toutes les vidéos où il y a un coucher de soleil. Vous voyez, il reconnaît bien les cravates. Hein. Oui, même quand il roule. Hein. Quelquefois, la cravate est comme ça, il la reconnaît pas, il faut qu'elle soit bien droite. Ouais, c'est tel quel on lui a appris les cravates, elles sont comme ça. On ne lui a pas appris les cravates volantes. Donc il faut perfectionner encore la reconnaissance. Alors allons-y, si ça marche pour l'image, si ça marche pour la vidéo, ça marche aussi pour le son, donc reconnaissance du son, de ce qu'on dit. Ça marche pour le texte, on va pouvoir reconnaître, synthétiser des textes, et ça marche pour les comportements ainsi que les situations. On va voir quelques exemples. Donc premier exemple, vous connaissez Google? Oui, vous connaissez Google en général. Alors on va voir si Internet marche. Oui, Internet marche. Alors je vais taper mon nom. Pourquoi? Parce que j'ai des concurrents, les animaux. Donc ces concurrents, on va leur... voilà. Vous voyez, j'ai des animaux. C'est un problème. Et il y en a même un qui s'appelle vraiment Vincent. Donc il me met vraiment en concurrence, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand les gens tapent le cerf Vincent, ça soit en premier. Alors, voilà, j'aime bien cette photo-là, donc je clique dessus. Ah, Google n'est pas d'accord avec ça. Il dit, est-ce que c'est bien ça, ces photos-là? Vous voyez, il me propose d'autres personnes, là. Il me propose d'autres personnes. Là, vous avez Vinton Cerf, qui est le créateur d'Internet. Et donc, il me propose d'autres personnes pour être sûr que c'est bien cette photo-là qui correspond à le cerf Vincent. Évidemment, je vais cliquer dessus. Et là, Google a appris. En plus, c'est une adresse IP que je n'avais jamais utilisée. Donc, il considère que ce n'est pas la même personne qui se connecte. Résultat, dans moins d'un mois, je suis premier. Top, hein? Alors, on va aller chercher une image. On va faire l'inverse. On va lui charger une image et on va lui dire « reconnais ce qui est dans l'image ». Alors, par exemple... Bon, j'ai que l'APM, zut, j'aurais dû faire le logo de Tilt. Bon, vous permettez, je mets quand même APM. Hop, ouvrir. Donc là, il charge l'image et il reconnaît Association Progrès du Management. Il est parti de l'image et il reconnaît le texte. Si je lui mets une photo d'un chat, parcourir, hop, je lui mets cette photo-là. Nous sommes sur le système le plus puissant du monde qui reconnaît à partir d'une photo bleue de Russie chat. Donc c'est ce qui représente cette photo. Évidemment, si je supprime cette photo, j'ai tous ces copains qui s'affichent. Hein, c'est le top du top pour faire des dossiers sur mesure. Vous avez une photo de quelqu'un que vous ne connaissez pas de problème. Vous la chargez. Petit appareil photo ici. Ça ne marche que dans Google Images. Ça charge la photo. Et puis naturellement, vous allez pouvoir retrouver qui est la personne. Ça marche avec les monuments, ça marche avec n'importe quoi. Voilà, Google est le premier algo de recherche au monde et aussi le premier à reconnaître n'importe quel type d'objet. Pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Des moteurs de recommandation. Vous avez tous Amazon, Netflix ou pas. Si vous avez Amazon, vous avez acheté. Alors moi j'en ai deux, j'ai un compte professionnel, un compte personnel. Si je me connectais sur mon compte professionnel, vous verrez que il me recommande des disques durs, il me recommande des clés USB, des choses un peu comme ça. Si c'était personnel, je vous raconte pas, mais voilà, c'est un peu intime. C'est un peu comme un téléphone portable. Ces moteurs de recommandation parlent de vous, racontent ce que vous avez acheté pendant les derniers mois et ce que vous aimez. Reconnaissance des formes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous vous rappelez? Je vais vous rappeler. On vous demande de vous identifier que vous n'êtes pas un robot sur Internet. Le reCAPTCHA, c'est inventé par un Français en plus. Donc là, vous avez following qui se trouve dans leur base de données et vous tapez following. Très bien, vous êtes un humain. Par contre, le deuxième mot, finding, il ne connaît pas.
il l'a trouvé dans un manuscrit, il a mis un coup de trait dessus, et puis il vous demande, vous, de taper le deuxième mot. Évidemment, vous ne savez pas qui est le mot qui est le bon ou pas, hein. Donc vous tapez finding, et puis puisqu'il a demandé à 200 000 personnes, et ben de cette manière-là, il apprend. C'est vous qui lui faites apprendre à reconnaître les mots. Alors maintenant, on vous propose de cliquer sur les panneaux routiers. On peut très bien imaginer une espèce de Google Car qui est en train d'apprendre à reconnaître les panneaux routiers. Typiquement, c'est vous. Certaines cases sont déjà connues, donc ça c'est juste pour vous identifier comme humain, et puis d'autres, c'est vous qui lui faites apprendre. Celui qui a inventé ReCAPTCHA, il a fait une application qui s'appelle Duolingo. C'est le même principe, c'est pour faire apprendre l'anglais ou l'espagnol ou toutes les langues. Et donc, à un moment donné, ils ne savent pas traduire. Et pour les experts, ceux qui sont plutôt bons, ils vont faire traduire le texte. Et à ce moment-là, étant donné qu'ils le demandent à 50 000 experts, ils vont avoir la bonne traduction, il n'y a pas de problème. Reconnaissance de dessin, allez, je vous montre mes talents de dessin. Autodraw, racheté par Google, voilà. C'est toujours la même chose. Hein. Alors, ici, je vais dessiner à la souris, donc il faut être tolérant. Alors, j'y vais. Oula, aujourd'hui je suis fatigué. Attention, ça c'est... Hop là. J'essaie de dessiner une tour Eiffel. Hop. Ah ah, pas mal, hein. Vous la voulez en 3D? Oh, attendez, j'en ai plusieurs là. Hop là, en 3D. Bon, ouais, tout dans la vue. Donc, autodraw, on se fait une petite glace à la vanille. Hop. Oula. Hop. Et voilà, j'ai ma glace à la vanille. Voilà, c'est fourni dans Android maintenant. C'est de la reconnaissance d'images, alors de texte, d'images très simples. Si je m'étais connecté avec mon compte personnel, eh ben, le système apprend ma façon de dessiner. Alors évidemment, dessiner à la souris, c'est pas top, mais c'est très efficace. Et on pourra avoir ça, on peut l'avoir déjà sur Android, puisque c'est un site web, donc on peut déjà l'utiliser. Évidemment, c'est un système qui prend automatique. Vous pouvez prendre des... Et c'est gratuit? C'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est donc vous le produit. Vous lui faites apprendre à la manière de dessiner une tour Eiffel et de la glace. Évidemment, si vous cherchez à dessiner un dolmen, alors c'est ce que m'avaient dit certaines personnes, ils m'ont dit oui, dis donc, ton dessin là, on dirait un dolmen. C'est pas un dolmen, c'est une voiture. Pour ceux qui ont des très bons yeux, ils voient ici que c'est une voiture. Oui, je dessine super bien les voitures. Je m'épate de jour en jour. Hein. J'ai l'impression que ces compagnons intelligents m'augmentent, me permettent d'être de mieux en mieux, de plus en plus efficace. Non, c'est pas mal du tout. Allez, dernier exemple. La prise en charge de rendez-vous, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent Julidesk. C'est une application qui lit vos mails, et qui lit vos mails, on lui demande de lire le mail, et qui prend automatiquement les rendez-vous. C'est très efficace. Donc vous voyez, voilà, des applications de l'apprentissage automatisé. Ah si, vous vous rappelez qu'on avait des spams avant? Vous savez, les fameux Viagra là, qui nous polluaient nos boîtes aux lettres. Depuis 2011, il n'y en a plus. Il n'y en a quasiment plus. Pourquoi? Parce que Google a le meilleur système d'anti-spam au monde qui existe et qui permet d'éliminer tout ce qui n'est pas... il a un système d'apprentissage pour éliminer tout ce qui est spam. Des fois, il élimine un peu trop, mais bon, de moins en moins. Deuxième domaine de l'intelligence artificielle, l'expertise numérisée. Alors là, on va s'attaquer au cœur du métier. J'ai un expert humain qui fait un métier et je vais l'interroger. Et à partir de ce que j'aurai acquis de ces connaissances, je vais pouvoir créer des commentaires sur un sujet, des résumés de situation, des diagnostics, qui permettent d'expliquer la cause d'un problème, ou des recommandations argumentées pour aider à la décision. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'il y a une génération de texte qui existe, on va voir une solution à base de moteur d'inférence. Moteur d'inférence, c'est juste pour dire il y a un système expert qui se trouve derrière. Donc là, dans le cas présent, c'est une société qui utilise 3 moteurs d'inférence, un pour l'expertise, comme un raisonnement humain, un pour le dialogue, quand je ne sais pas résoudre le problème, je pose des questions et je récupère ce questionnement. Et troisième chose, le générateur de documents qui en temps réel va pouvoir générer des documents. Alors juste pour vous montrer le type de document qu'on va pouvoir avoir, voilà ici, un document qui a été généré par le système. Ne commettant aucune faute, Rafael Nadal a facilement remporté le tournoi de Roland Garros en triomphant de Stan Wawrinka.
Alors je l'ai fait en Suisse, ils ont moins apprécié mon exemple. Donc ici, on a une information intéressante. Le faible pourcentage de première balle, 50% du joueur suisse, ça fait référence à Stan Wawrinka, hein, c'est comme ça qu'on écrit les phrases en français, a largement contribué à sa défaite, c'est encore le joueur suisse qui fait référence, lors du premier set en 45 minutes de jeu, encore moins performant dans ses premières balles. Bref, si vous faites un petit peu d'informatique, faire ça c'est très compliqué, et c'est pas des phrases à trous qui vont vous permettre de faire des liens entre les deux. Et puis si vous n'êtes pas content de la génération, là il n'y a pas de problème. Vous demandez au système de régénérer le rapport. On clique dessus et hop, il nous réécrit le texte, jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Vous voyez ? Et si je réduis le nombre de premières balles, par exemple, à, on va dire qu'il a réussi seulement 10%, eh ben on a défavorisé par un très faible pourcentage de premières balles, 10%, Wawrinka n'est pas parvenu à défaire de l'Espagnol lors de sa première manche. Hein, en s'appuyant quasiment uniquement sur son second service, avec seulement 10% de premières balles, etc. etc. Ça va, là on peut faire en anglais? Ben oui, je veux dire, c'est la génération. Donc il n'y a aucun problème de faire en n'importe quelle langue. Ça va prendre beaucoup de temps. Ici, le sujet, il y a, c'est une démo, hein, il y a 3 variables. Vous pouvez très bien imaginer quelque chose, et c'est le cas dans le réel, avec une cinquantaine de variables. En temps réel, sur le site de Roland Garros, le système commentait chaque match de tennis et générait le texte automatiquement. Allez, je vous laisse un petit peu inférer. Imaginez que ici, au lieu de mettre de l'information sur le tennis, je mettais de l'information sur vos clients et sur vos produits. Et que je génère un texte, un mail, une recommandation pour vos clients avec une précision qui va que les concerner, un profil. Et oui, on peut faire ce type de choses aujourd'hui avec des expertises numérisées. Hop, je ferme. Donc la société qui fait ça, c'est la société Iseop. Alors évidemment, ça va toucher beaucoup de domaines et les métiers vont être accompagnés par l'IA et proposer des expertises de plus en plus pertinentes. Donc les vétérinaires, Veto Online, si vous cherchez une référence, les supports clients, les journalistes spécialisés, hein, on peut se poser la question si pour le foot, le tennis, le rugby et autres textes, comment ils vont pouvoir continuer à exister avec des outils comme ça. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Ils vont exister à partir du moment qu'ils soient très bons. Il faut vraiment appel à l'intelligence humaine. Ils ajouteront des références, ça me rappelle quelque chose, de l'humour, des tonnes de choses que la machine pourrait générer, mais de toute façon, puisque l'humain est très créatif, en continu, il aura toujours un temps d'avance. Par contre, pour ceux qui ne font pas beaucoup d'efforts, évidemment, les journalistes spécialisés vont être impactés. Les agents immobiliers, les assureurs, les banquiers, les notaires, tous les gens qui travaillent sur le texte et qui ont besoin, qui pourraient générer des commentaires. Un novice va pouvoir bénéficier du niveau d'un expert pour mieux effectuer son travail. Alors, quand on fait une application d'intelligence artificielle, en général, on utilise une partie de toutes ces approches. Là, je l'ai fait exprès, hein, j'ai présenté que deux domaines, l'apprentissage automatisé, le machine learning, et puis les expertises numérisées. Il y a d'autres domaines d'intelligence artificielle, les systèmes collectifs, les algogénétiques, etc., etc. Ça fait 50 ans qu'on fait de l'IA, donc ça fait 50 ans qu'on invente des tonnes de logiciels pour pouvoir simuler l'intelligence dans une machine. Alors, on ne simule pas vraiment, hein, c'est un peu basique, quoi, hein, ça fait des choses, mais ça n'a rien de révolutionnaire, il n'y a pas de conscience artificielle derrière tout ça. En tout cas, une solution, c'est une combinaison de plusieurs de ces approches. Alors, si vous voulez savoir si vous allez touché par l'intelligence artificielle, tout simplement, vous allez sur encore Google, et puis vous tapez intelligence artificielle. Hein, si vous tapez intelligence artificielle, voilà, vous voyez, Google est très... alors donc vous allez sur actualité, donc on a une actualité, je n'ai pas regardé l'actualité aujourd'hui, vous voyez, il y a 14 heures, il y a 8 heures, il y a 5 heures, voilà, il y a 3 heures, il y a 14 heures, bref, on a une actualité très très riche en informations et en applications. On va prendre un domaine, je sais pas, la comptabilité. La comptabilité, hop.
Ça fait... Donc comptabilité et finance succombent à l'automatisation de l'intelligence artificielle. Alors attention, hein, on a une anxiogène... Genre, les médias sont très anxiogènes. Hein. Faut être honnête, je veux dire, la plupart des journalistes ne connaissent rien d'intelligence artificielle, donc eux, ils voient le mot intelligence et hop, ça y est, on peut faire tout ce que fait un humain. C'est pas vrai du tout. On va voir que c'est encore une fois très spécialisé et ça ne peut que accompagner l'humain. Mais évidemment, pas facile pour des personnes qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle de savoir le vrai du faux. Bon, bref, vous pouvez voir qu'en temps réel, il y a beaucoup de choses à faire. Donc évidemment, je vous invite à construire, ou en tout cas à vérifier si vous êtes impacté. Vous l'êtes tous, hein. J'ai déjà tapé énormément de domaines. Très rapidement, il y a des solutions. Avec le CES de 2018, là, qui vient de se passer, je crois qu'il n'y a pas un domaine, art compris, où l'intelligence artificielle s'en mêle. Où est-ce qu'elle va se nicher, cette intelligence artificielle ? Dans le business intelligence, déjà. Vous savez, c'est les petits tableaux qu'on vous transmet à la fin du mois ou à la fin de la semaine, où vous avez une synthèse de ce qui se passe dans votre entreprise. Un joli histogramme, des camemberts, etc. Et puis c'est encore vous qui faites le boulot en disant, alors, j'investis comment là ? Comment je dois décoder cette image ? Dites-vous qu'on est passé dans plusieurs phases en informatique. On est passé d'abord dans le calculatoire, on donnait un chiffre, une moyenne, puis ensuite on a mis de jolis dessins pour pouvoir synthétiser. Aujourd'hui, on va avoir la possibilité de commenter. Et donc le système va nous faire des recommandations à partir des analyses d'un histogramme, en vous disant « Ah, tu vois, il vaut mieux que tu investisses en Chine plutôt qu'en Espagne, parce que… » Et là, le système peut dérouler un raisonnement et vous proposer ce type de raisonnement. Les commentaires, la réécriture, vous allez voir dans Word, alors je ne sais pas encore s'il est sorti, je n'ai pas eu le temps de tester, vous avez un texte, vous sélectionnez le texte, bouton droit, réécris-moi la phrase, et hop, ça vous réécrit la phrase. Il y a plein de choses qui vont être ajoutées dans la suite Office. Ça va se glisser dans tous les logiciels que vous connaissez. Les CRM, les ERP, vous allez trouver de l'intelligence artificielle partout. Pourquoi ? Parce que ça va faire de l'augmentation, augmenter les capacités qu'ont ces logiciels. Alors naturellement, on va vous les vendre. Alors, comment faire une cartographie de tous les domaines ? Alors ça, on pourra le voir au niveau des questions. Là, je fais 2 zooms. Un zoom sur une fonction d'entreprise qui est une fonction RH, parce que, en effet, ça va impacter pas mal de vos collaborateurs dans le futur assez proche. Et puis après, un zoom sur le transport, d'abord parce que je vous ai présenté le domaine où j'ai commencé à travailler pendant ma thèse, mais aussi que c'est un domaine qui est en pleine mutation grâce à la voiture autonome. Donc commençons par le RH. Donc oui, là, je ne sais pas si vous avez suivi, ça a énormément d'outils pour identifier des profils, pour vous proposer un certain nombre de profils qui correspondraient à votre entreprise. Alors c'est un biais, une statistique, c'est une statistique l'intelligence artificielle. Ça apprend à représenter tous les chevaux, ça représente tous les profils. Si vous lui faites apprendre à une intelligence artificielle à trouver le meilleur profil pour votre entreprise et vous lui donnez comme moyen d'apprentissage tous les profils qui existent dans votre entreprise, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui appartiennent à l'entreprise, ben vous allez avoir un profil qui s'est standardisé, ce n'est pas ce que vous cherchez, et qui n'apportera rien de nouveau à votre entreprise puisqu'il est standard dans les profils de votre entreprise. Par contre, la cohabitation homme-machine va avoir un impact, bien sûr. Et il va nécessiter de contrôler les résultats de l'intelligence artificielle. Alors l'IA, on va continuer à lui donner des exemples. Allez, c'est parti, et des exemples, et des exemples, et des exemples. Et naturellement, il va y avoir des biais. C'est-à-dire que je vais donner des exemples d'une certaine manière. Alors ça, c'est le développeur qui va fournir ce type d'exemple. Et il peut se tromper. Il peut donner des informations qui ne correspondent pas aux valeurs de l'entreprise. Il ne le verra pas. Il va apprendre, et la machine va faire une classification, va faire une recommandation. Puis tout d'un coup, on se dit, mais cette recommandation, elle ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. Mais ce n'est pas l'informaticien qui est en cause. C'est plus les données qu'il va avoir à injecter qui vont avoir un biais existant. De l'autre côté, il va falloir contrôler ces intelligences artificielles. Donc les sorties de l'intelligence artificielle, voir si ça correspond ou pas, on va en parler dans 2 minutes avec les problèmes éthiques que l'intelligence artificielle va inférer, il va falloir les faire respecter. Donc vous avez intérêt d'embaucher des gens assez cortiqués, qui sont capables de comprendre ce que c'est les valeurs de l'entreprise, parce que les logiciels évoluant au cours du temps,
eh ben, naturellement, il faudra vérifier qu'elles correspondent aux valeurs de l'entreprise. Je me fais bien comprendre, la différence entre l'informatique d'aujourd'hui, où vous avez votre logiciel version 4 qui n'évolue pas, et les futurs de l'intelligence artificielle, c'est que les IA vont évoluer au cours du temps. Et donc, là où il marche bien le mardi, il peut y avoir un biais le mercredi, un biais positif ou négatif, c'est-à-dire que le système va être de plus en plus performant, ou, par exemple, avoir une mauvaise performance. On va en parler avec l'éthique. L'avenir du travail, très difficile à en parler, très difficile à juger. Voilà un grand chercheur d'intelligence artificielle qui en parle. Quelqu'un de très bon. Hein. Des machines seront capables d'ici 20 ans de faire tout travail que l'homme peut faire. Vous imaginez dire ça? Et quelqu'un que je respecte en tant que chercheur en intelligence artificielle. C'est Herbert Simon, 1965. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'on pense que le monde du travail va être impacté par l'intelligence artificielle. Et il n'y a rien de nouveau depuis 1965. Les performances sont peut-être là, on a plus de big data et de data pour alimenter les intelligences artificielles, mais on n'a rien qui nous dit qu'on va pouvoir remplacer l'homme dans toutes les facettes qu'on trouve dans une entreprise. En tout cas, rien aujourd'hui ne nous le permet. Herbert Simon, c'était quelqu'un qui était bon. À l'époque, il pensait qu'on allait pouvoir tout remplacer. En fin de compte, ce que va pouvoir remplacer les intelligences artificielles, maintenant on commence à bien les définir. Les tâches répétitives, très spécialisées, ultra spécialisées, et puis sans vision générale. La machine est incapable d'avoir une vision générale. C'est vraiment très important de comprendre ça. Par contre, toutes ces tâches-là seront impactées par l'intelligence artificielle. Les machines étant très spécialisées, les logiciels étant spécialisés, on pourra remplacer toutes les parties cognitives qui utilisent ces spécialités et ces répétitions. Pour la voiture, circulation automatique, on parle toujours de voiture autonome. Oui, la voiture autonome va arriver. Oui, elle existe déjà. Oui, dans 4 ans, on l'a autour de nous. Le problème, c'est qu'il y a d'autres voitures qui ne sont pas autonomes et qu'il faut vivre avec. Alors sur autoroute, sur domaine limité, la voiture autonome est là. Je pense que ça décollera quand on fera une infrastructure autonome. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Ça nécessite énormément d'investissement. Voilà. Donc tout le monde s'y met, Uber, Google, Volvo, Apple, tout le monde se met à la voiture autonome. Si la voiture doit communiquer avec les autres voitures, communiquer avec l'infrastructure, il faut aussi qu'elle communique avec les humains, les chiens et les vélos qui se trouvent sur l'infrastructure routière. Et ça, c'est pas évident du tout. Là, je vais vous montrer quelque chose qu'on faisait, ça date d'il y a 20 ans. Hein. C'est la simulation d'un carrefour routier sans voitures conduites par des humains, donc des voitures entièrement automatiques. Ça serait génial d'avoir ce type de problématique. Je vous invite à regarder et vous mettre à la place d'une voiture qui se trouve par là, par exemple. Hein. Il y en a qui m'ont dit, c'est un peu la même chose en Inde. Sauf qu'en Inde, il y a beaucoup de klaxons pour arriver à faire ça. Et peut-être, là, il y a zéro accident. Zéro accident complètement, puisque tous les systèmes communiquent entre eux. Évidemment, ils vont empêcher l'accident. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces voitures autonomes? Si on arrive à faire ça, eh ben, vos voitures qui font 1 tonne pour sauver vos 100 kilos, c'est une moyenne, hein, vous pouvez être tout seul ou à deux, ces voitures de 100 kilos, de 1 tonne, on peut réduire le poids, puisqu'il n'y aura plus d'accident. Ça permet de consommer moins. Une autonomie, ça veut dire aussi véhicule partageable. Je pourrais vous en parler tout à l'heure lors des questions. C'est surtout un enjeu qui est très intéressant, c'est 1 million de vies à sauver, à ramener aux 100 000 morts fournis par les guerres. Donc c'est quand même pas négligeable. Bon, évidemment, les vies à sauver ne sont peut-être pas dans les pays occidentaux, mais ailleurs. Alors, évolution de l'informatique avancée. Donc on a commencé par des algos, force brute, heuristique et contrainte. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs. Je donne des cours en école d'ingénieurs. Aujourd'hui, première oui, je vois le temps qui passe, c'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon, impeccable. Force brute, heuristique, contrainte, ce sont des algos que j'enseigne maintenant en première année d'école d'ingénieurs. D'accord? Ce qui était de l'intelligence artificielle il y a 20 ans, c'est devenu de l'informatique d'aujourd'hui. Et évidemment, les algos deep learning et expertise numérisée, c'est les algos de demain. Aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en place une intelligence artificielle. Ça coûte cher.
faut déjà avoir la capacité au minimum de se sortir 60 000 € pour pouvoir construire sa propre intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser des algos qui sont déjà sur le marché, mais si vous voulez créer votre propre intelligence artificielle, il faut déjà de l'argent. C'est important de bien comprendre que ces algos-là vont se démocratiser. Les prix vont chuter. Ils vont être accessibles à tous en 2018, en 2019. Ils étaient à 1 million il y a ne serait-ce que 2 ans, et là, c'est en chute libre. Pourquoi ? Parce que tout le monde, c'est exactement comme avec les téléphones portables. En 2008, vous vouliez faire une application sur téléphone portable, c'était compliqué, il fallait avoir des super experts. J'enseignais ça, je peux vous dire que c'était compliqué. Aujourd'hui, un BTS arrive à faire une application sur téléphone portable. Les outils se sont vraiment démocratisés. L'intelligence artificielle, en se démocratisant, va être accessible à tous. Donc, elle va vous inonder naturellement. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui va se passer dans les quelques années qui vont arriver pour votre activité, évidemment, et pour les domaines de l'entreprise. Demain, il y a une convergence technologique. Cette convergence technologique, j'en ai pas parlé, mais il y a la robotique qui fusionnera avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça viendra. La nanotechnologie, la biotechnologie, tout ça, c'était dans les laboratoires, c'était dans le monde de la recherche. Et tout ça, d'un seul coup, est en train de sortir des laboratoires et vont être proposés. Il suffit de regarder le CES ou les salons comme Viva Technology qui nous montrent toute cette émergence. Si vous voulez prévoir le futur, pensez intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il va nous accompagner. Vous ne pouvez pas imaginer votre futur dans 5 ou 10 ans, même déjà 5 ans, sans que vous pensiez à une intelligence artificielle qui vous accompagnera. Moi, je dis toujours, l'intelligence artificielle est à notre époque ce que l'imprimerie est à la Renaissance. Imaginez que vous êtes à la Renaissance et que vous n'avez pas l'idée de l'imprimerie, vous ne pouvez pas prévoir le futur. Alors évidemment, l'imprimerie et la Renaissance, c'est une projection au futur à 400 ans. Ici, ça va être une projection à 4 ans. Donc, ce n'est pas les mêmes échelles de temps et évidemment, pas les mêmes impacts. Et plus loin, et après-demain. Alors après-demain, on a des journalistes qui pourraient avoir le prix Asimov et qui ont évidemment l'idée de conscience artificielle. Une idée complètement futuriste de ce que serait une machine si elle était consciente d'elle-même, voire plus intelligente que nous. Pour l'instant, il n'y a strictement aucune idée ou même début d'idée de comment on la développerait. Vous me donnez n'importe quel tous les chercheurs du monde, tout l'argent qu'il faut. Aujourd'hui, personne ne sait comment commencer cette intelligence artificielle généralisée, capable, comme nous, de prendre des décisions, de créativité, d'humour, de comprendre, par exemple, tout simplement, la réunion qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait réunir aujourd'hui dans cette salle-là ? Une machine ne comprendra jamais. On pourra en parler aussi tout à l'heure lors des questions. Et puis les limites de l'intelligence artificielle, je pensais que c'était important de les rappeler. La première, aucun sens commun. Attention aux fausses corrélations. Une machine, c'est statistique. Voilà le type de corrélation qu'elle nous sort. La hausse des dépenses spatiales augmente les suicides. Par suffocation, strangulation. Donc vous voyez le type de choses. Ça marche dans l'autre sens. Les suicides augmentent les dépenses spatiales. C'est une corrélation. Voilà ce qu'est capable de faire une machine. On a même fait un site web avec toutes ces bêtises. Mais elle ne comprend pas. Pour elle, c'est logique. Et quand elle nous sort l'hôpital est le lieu le plus dangereux du monde, parce que c'est là où il y a le plus de morts, nous, ça nous fait rire. Quand Coluche le disait, ça nous faisait rire parce qu'on avait une capacité de voir le côté humoristique de cette phrase. La machine, non, elle n'a pas l'humour, elle a juste un calcul. Un calcul, elle nous donne le résultat du calcul, mais elle ne comprend pas du tout la partie humoristique de cette phrase. Donc les corrélations absurdes, c'est très important. Donc les IA sont sans mémoire. Sans mémoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait une IA qui joue au Go, il faut que je recommence une autre IA pour le faire jouer au jeu d'échecs. Et après, il faut le refaire pour qu'il reconnaisse un visage. Et je recommence. À chaque fois qu'on fait une application, on recommence à zéro. L'ordinateur, aujourd'hui, les applications, et personne ne sait faire des réseaux de neurones qui peuvent être réappliqués à d'autres domaines. Et ça, c'est une vraie limite de l'intelligence artificielle. Et c'est pas nouveau, ça date des années 60, et on n'a encore jamais trouvé de solution à ça.
je peux vous dire que pour qu'une machine soit consciente d'elle-même, elle a intérêt de réutiliser ses connaissances. Hein. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ne sait pas résoudre les problèmes mal définis, désincarné, pas d'émotion, pas de ressenti, pas d'intuition, pas de conscience, pas d'éthique, pas de valeur. Et donc, à partir de pas d'éthique, pas de valeur, bah d'abord, je vous dis non, l'intelligence artificielle n'est pas du tout dangereuse, c'est les hommes qui le sont. Oui, comme le disait Rendindi lors de la convention, il y aura des intelligences artificielles qui, parce qu'on lui aura appris à reconnaître des virus, construiront des virus dans les années qui vont arriver drôlement méchants, virus biologiques ou informatiques, hein, il n'y a pas de raison, c'est pareil, c'est le même type de codage. Donc on fera des intelligences artificielles capables de faire ça, mais encore une fois, c'est les hommes qui le veulent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, typiquement, une IA qui a bifurqué, l'IA de Microsoft, qui est devenue raciste en 8 heures sur Twitter. Donc, en clair, l'IA était vierge de communication. On l'a mis sur Twitter, et puis elle a communiqué avec qui voulait communiquer avec elle. En l'espace de 8 heures, elle est devenue nazie. Pourquoi ? Parce que les humains, la première chose qui amuse des humains, c'est de rendre raciste une intelligence artificielle. Donc, Microsoft, tout simplement, a retiré son IA et évidemment, il nous a montré que, 1, ça marche, 2, il faut utiliser des bases de données privées et pas des bases de données publiques, parce que les bases de données publiques, évidemment, on peut faire dériver les intelligences artificielles. Quelques problèmes éthiques. Le burn-out prévisible. Donc là, c'est un article que j'ai lu à Stanford, avec 3 informations. L'heure d'arrivée de vos salariés, l'heure de départ de vos salariés, et le nombre de mails traités dans la journée, on est capable de prédire le burn-out. 3 mois d'historique, il faut quand même 3 mois d'historique, et puis heure d'arrivée, heure de départ, nombre de mails. Pas mal quand même. Maintenant, je vous pose la question. Jacques, au service comptabilité, la semaine prochaine, fait un burn-out. Vous en faites quoi de cette information ? Non, des suggestions ? On vire Jacques ? On s'en débarrasse ? On lui offre des vacances? Pas facile. Bon, ils ont résolu le problème, ils ont fait une application, et puis ils ont demandé aux salariés d'installer l'application pour qu'ils prennent eux-mêmes leur santé en charge. Et comme ça, on n'est plus responsable. Mais je vous promets que si vous avez ce problème-là, ça va arriver, hein, vous allez avoir sur un plateau un nombre d'informations que vous ne voulez pas peut-être avoir, mais vous l'aurez. Vous aurez, il faut signer avec le client Intel le jeudi matin, parce que c'est le meilleur moment pour signer avec lui. Ce fournisseur-là, non, pas avant 2 semaines, il ne va pas bien. Lui, il va tomber malade la semaine prochaine. J'aurais bien voulu avoir cette information-là avant d'arriver aujourd'hui ici. Mais vous voyez, ce type de choses, c'est très important de l'anticipation, on va l'avoir tous les jours. C'est juste des corrélations d'extraction d'informations, mais vu qu'on a énormément de données sur nos clients, nos fournisseurs, et nos collaborateurs, on va pouvoir commencer à prédire ce qui va arriver. Et évidemment, ça va avoir un impact sur nos décisions. Vous avez aujourd'hui, grâce aux intelligences artificielles, des pilotes au Japon qui n'ont pas le droit de piloter certaines journées. Voilà, tout simplement parce qu'on sait que ce jour-là, c'est pas leur jour. Un concours de beauté, on pourra en reparler, mais ce concours de beauté où il y a eu 600 000 visages, il y a eu un biais. Il y a eu un biais, on ne sait pas si c'est l'humain qui a mis des données qui étaient imparfaites, mais le résultat, c'est que sur 600 000 visages, il y avait 44 gagnants et donc 38 blancs. Et il y avait autant de blancs, noirs, jaunes, bleus, toutes les couleurs que vous voulez, mais c'était bien réparti. Donc là, il y a quelque chose qui fait que faut faire attention. Les intelligences artificielles qui apprennent de manière automatique, encore une fois, ce n'est pas l'humain qui a construit la machine, il va falloir, genre le logiciel, il va falloir les encadrer. Et puis, la décision de la voiture autonome, c'est un problème simple. Je suis une voiture, il y a une petite fille qui passe devant moi, est-ce que j'écrase la petite fille ou est-ce que je prends un platane ? Le constructeur automobile, lui, il sauve le conducteur. Pourquoi ? Parce que c'est un argument publicitaire. Par contre, je pense qu'il va falloir légiférer sur ce type de problématiques. Elles existent et il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'au niveau choix, les machines auront le temps de choisir et elles auront des réactions qui peuvent être de ce niveau-là. Est-ce que j'écrase une petite fille ou je plante le conducteur ? Je termine sur les enjeux économiques de l'IA. Donc l'IA, c'est devenu le terrain de jeu de toutes les startups, les plateformistes, les chercheurs en intelligence artificielle.
Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM, mais aussi Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont les pendants de ces boîtes-là au niveau Chine, ont racheté énormément de boîtes sur la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Elles ont trouvé toutes les solutions possibles pour vous récupérer vos données. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont besoin. Elles en ont besoin pour construire les IA du futur. Toutes ces boîtes sont dans une projection. Tout est gratuit. Allez, tant que ça peut récupérer les données. Par contre, je vous rappelle quelque chose. Les données, vous en avez tous dans vos entreprises. Et Google ne les a pas. Et ça a de la valeur. Ça a de la valeur, mais donnez pas, vous pouvez les vendre à Google si vous voulez, hein, mais n'empêche que c'est ce qui permet de développer votre activité dans le futur. Donc quand on me dit le GAFA, il va être concurrent à tout le monde, non, Google ne sera pas concurrent à tout le monde. Il n'ira pas au fin fond de votre entreprise pour aller vous concurrencer sur votre activité. Il pourra le faire de manière numérique, je sais pas, les banques, les assurances, ce qui peut être numérisé. Donc là, ils vont peut-être être très violents au niveau des tarifs, au niveau des propositions, mais votre activité qui crée des produits, qui crée du service, avec une vision locale, etc., vous n'êtes pas du tout menacé par ces GAFA. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont tellement puissants qu'ils ont le niveau d'un État, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions à notre place et de décider à notre place. Quand je dis doit-on laisser la Silicon Valley décider à notre place, c'est ce qu'on a comme impression aujourd'hui. Quand on va au CES, quand on voit ce type de choses, on a l'impression, un petit goût amer de cette Silicon Valley. En plus, nos jeunes aujourd'hui quittent la France pour aller à la Silicon Valley. On fait 1500 data scientists, ce sont les développeurs qui travaillent sur les big data aujourd'hui. Il y en a 1500 par an, il y en a 700 qui partent aux États-Unis. Moi, je les ai, ces jeunes, je les ai en formation. Je peux vous promettre, la question est simple, c'est mieux payé, on est mieux gratifié là-bas, j'ai l'impression d'avoir une reconnaissance, et puis quand ils disent qu'ils partent pendant 1 an, bah, ils y restent. Donc c'est plutôt gênant, surtout qu'on produit de très bons informaticiens. Et c'est un peu dommage de ne pas les fidéliser. Donc voilà. La politique en France, ben, je pense qu'on a perdu le cloud, la bataille du cloud. Peut-être qu'avec le RGPD, on va refaire du cloud. Il y a peut-être que OVH ne sera pas la seule boîte. On est en train de perdre celle de l'IA. Je pense qu'on a perdu celle du smartphone parce que Nokia qui vient de racheter Alcatel, ça, c'est pas une boîte qui est en train d'exploser. Peut-être qu'ils peuvent nous faire une surprise, hein, je le souhaite. Mais aujourd'hui, voilà. Alors perdre celle de l'IA, c'est un peu gênant parce que vous avez tout de suite compris, quand je vous ai montré l'exemple de Big Brother, de la Chine, que ça va avoir beaucoup d'impact en termes de société. Et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de laisser ça aux étrangers, en tout cas. Alors, François Hollande avait ouvert une concertation avec la French Tech du 19 janvier au 20 mars. La conclusion, c'est 59 propositions pour doper les acteurs français de l'intelligence artificielle. On a de très belles boîtes, on a de très belles startups. Le seul problème, c'est qu'elles partent aux États-Unis. Édouard Philippe a repris le dossier. Il a transmis le dossier à Cédric Villani, qui devait nous donner ses recommandations début décembre. On ne les a pas eues, on a attendu janvier, on ne les a toujours pas, février non plus. Donc on attend ces recommandations par rapport à l'IA. L'IA et le monde du travail, puisque c'est un peu l'objectif. Voilà. Alors la question maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Et j'ai fait une application, le bouton magique. Et ce bouton magique, c'était sur Windows Phone, maintenant j'ai changé de téléphone. Quand on appuyait sur le HAL, là, je veux dire, c'est une référence à 2001, dossier de l'espace, une des premières intelligences artificielles représentées au cinéma, le système nous dit ce qu'il faut faire. Vous achetez, vous achetez pas. Est-ce que vous êtes prêt à acheter une application qui dit ce qu'il faut faire ? Tout de suite, là, vous ne savez pas quoi faire, ou je sais pas, vous appuyez. Et... Alors, les plus curieux d'entre vous se disent « Ouais, pourquoi pas ? De toute façon, c'est pas parce qu'une machine me dit qu'il faut faire ça que je vais être obligé d'écouter ce que fait la machine. » Oui, on n'a pas envie, hein, ça ne nous plaît pas, cette histoire de libre arbitre qui est un peu violée par la machine. Les gens qui ont 25 ans, ils sont très différents. Eux, ils me disent « Ah, ça dépend, monsieur Le Cerf. Si, oui, ce qu'il m'appelle monsieur Le Cerf. Si votre application nous permet de boire une bière avec un copain parce que j'ai 20 minutes de possible dans mon agenda, moi, je prends tout de suite votre application. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, quand vous avez 11 ans, on vous pose la question « Mais pourquoi ça n'existe pas encore ?»
Et puis, on peut vous poser la question aussi, mais pourquoi il n'y a pas un robot qui peut être mon copain, avec qui je peux tout de suite dialoguer? Alors, pourquoi il n'y a pas ça? C'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. On va simuler le dialogue. Les chatbots sont là pour ça. On va simuler un certain nombre de choses. Mais une machine qui vous dira ce qu'il faut faire, ça sera tout simplement un fait qu'on va trouver dans une base de données et qu'on vous projettera, peut-être avec un contexte, je le souhaite, mais ça ne sera pas très original et vous ne serez pas impacté au niveau de libre arbitre. Mais n'empêche que si on vous donne beaucoup d'informations, votre jugement sera transformé, votre jugement sera impacté. Approche différente suivant les générations, influence de l'IA sur le libre arbitre. D'autant plus que l'IA va argumenter. Il y a ça, et ça, et ça, et ça. Et naturellement, quand quelqu'un vous argumente correctement un choix, vous êtes drôlement sujet à vous laisser embarquer sur ce sujet-là. Les compagnons numériques, 24 heures sur 24, compétents experts, observant notre monde, nous ne sommes plus seuls à observer le monde dans lequel on vit. On va avoir énormément de capteurs avec derrière des super logiciels qui vont regarder dans le monde dans lequel on vit et il va s'adapter à chaque profil et à chacun d'entre nous. Bon, il faut qu'ils récupèrent nos profils, mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie des objectifs. Vous le faites déjà avec vos clients. Je vous invite à voir un film qui s'appelle Heure, excellent. C'est un film d'anticipation, on va dire à 10-15 ans. Je ne sais pas, il y en a qui l'ont vu? Ah oui, quand même. Ben, parlez-en à table, c'est un très bon film. Attention, assez intimiste comme film, mais très intéressant. Il y a aussi The Circle, par exemple, qui peuvent être vus aussi ces derniers temps. Je pense que l'IA va nous libérer du temps. Pourquoi faire? Moi, j'ai besoin de plusieurs vies pour vivre tout ce que j'ai à vivre, donc je ne me pose pas la question. Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le futur. Imaginez créer des intelligences artificielles va être une révolution. C'est à vous de jouer, et avec nous et nos compagnons artificiels. Je vous remercie.